Il me fait grandement plaisir de vous présenter le conférencier de ce déjeuner-conférence d'aujourd'hui. Si nous l'avons comme conférencier aujourd'hui, il nous faut remonter en 2018. Un certain Luc Allaire s'est présenté à la Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville en mentionnant être l'arrière-petit-fils d'Achille Gagnon, un personnage connu à Victoriaville et à Arthabaska pour sa contribution à titre d'industriel et d'innovateur en services publics. En avril 2019, Luc Allaire a accepté de joindre le conseil d'administration de la Société. À ce moment, il avait effectué beaucoup de recherches relativement à son ancêtre du côté maternel. Devant l'abondance de ses trouvailles, plusieurs membres de sa famille lui ont fait savoir qu'il serait intéressant de visiter les sites à Victoriaville et Arthabaska où Achille Gagnon s'est impliqué. Animé par Luc Allaire, cette visite en autobus s'est matérialisée en juillet 2019. En plus de plusieurs personnes reliées à la descendance d'Achille Gagnon, plusieurs membres de la Société d'histoire et de généalogie ont participé à cette randonnée afin d'en connaître davantage sur ce monsieur Gagnon. Quand est venu le temps de choisir un sujet pour le déjeuner-conférence 2020, les membres du conseil d'administration ont convenu d'emblée de demander à notre conférencier d'agir comme conférencier aujourd'hui. Compte tenu de toute la documentation était déjà disponible, il allait de soi de lui confier le mandat de présenter à l'assistance l'importante contribution de son ancêtre. Toutefois, en raison des implications de la COVID-19, l'activité a été reportée jusqu'à aujourd'hui. Passionné d'histoire et de généalogie, le conférencier de ce matin est gestionnaire de projets à la Banque nationale depuis 20 ans. Il manifeste aussi de l'intérêt pour l'immobilier, les bâtiments écologiques et le respect de l'environnement. Il se déplace même en automobile électrique. Maintenant, vous en connaissez davantage sur le conférencier d'aujourd'hui. Afin d'approfondir vos connaissances sur Achille Gagnon, je vous invite donc à accueillir chaleureusement M. Luc Allaire. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Vous aviez bien mangé? Enfin, je vais dire enfin, j'enlève mes gants parce que ça va aller mieux pour manipuler. Enfin, aujourd'hui, 29 mai 2022, ça fait juste 2 ans qu'on repousse l'événement. Historiquement, c'était le 15 mars 2020 qu'on devait présenter ça. Mais rappelez-vous, le fameux vendredi 13 où M. Legault nous a dit de rester chez nous. Puis là, on se retrouve 2 ans plus tard, enfin aujourd'hui, pour ce fameux déjeuner-conférence. Mais sachez qu'à la base, moi, ça fait 3 ans que je veux vous le montrer, ce déjeuner-là, cette conférence-là, parce que il y avait un certain, je vais vous montrer à l'écran aussi, il y avait un certain Wilfrid Laurier, qui était un ancien premier ministre du Canada de 1896 à 1911, qui lui aussi avait sa commémoration pour son 100e anniversaire. Donc, ce fut tout naturel pour nous autres de lui laisser la place.
savez, c'est tout un privilège pour moi et une belle opportunité d'avoir la chance de vous parler un petit peu de l'histoire de la famille. C'est un grand honneur pour moi et un grand plaisir de le faire avec vous ici ce matin. Donc, je m'appelle Luc Allaire. Je suis le fils de Denise Gagnon, une des nombreuses petites filles d'Achille Gagnon, qui aurait dû voir cette conférence-là en 2020 et que j'aurais souhaité qu'elle soit avec nous aussi ce matin. Mais malheureusement, elle a décédé de la COVID dans la première vague. Donc, ce sera en sa mémoire aujourd'hui que je vais vous présenter cette conférence. Donc, pour vous aider à vous situer un petit peu qui je suis, où ce que je suis dans l'arbre généalogique d'Achille Gagnon, donc je vous explique. Je veux juste, je ne sais pas si vous voyez le petit point rouge à l'écran. Donc, bon, évidemment, moi, que je vais d'ailleurs enlever mon chapeau parce qu'il fait chaud avec ça. Et, bon, ici, ma mère, donc Denise Gagnon, mon père, Henri-Paul Allaire. Donc, Denise, qui est fille de Roger Gagnon, mon grand-père, et Alma Lévesque, ma grand-mère, qui, lui, Roger, est fils de Achille Gagnon. Donc, c'est mon arrière-grand-père, et Clarence Plamondon, sa conjointe, mon arrière-grand-mère. Et du côté de Achille, on a son père, Antoine Gagnon, qui est mon arrière-arrière-grand-père, et Émilie Hermine Giroir, qui est mon arrière-arrière-grand-mère. Et du côté de Chlorinde, son père, Marc-Aurèle Plamondon, le juge qu'on va parler un petit peu tantôt, qui est aussi mon arrière-arrière-grand-père, et Mathilde Lécuyer, qui est mon arrière-arrière-grand-mère. Donc, ce matin, j'avais envie de vous raconter une petite histoire qui s'est passée à la belle époque victorienne, d'où l'idée de nos beaux costumes. Hein? On est-tu beaux ce matin? Hein? Les dames aussi. Alors, ce matin, j'avais envie de, comme je vous dis, de vous raconter une petite histoire de l'époque victorienne. Mon souhait avec la conférence, c'est que chacun de vous puissiez dire quelle chance on a eu comme citoyen de la ville d'avoir un homme comme Achille Gagnon pour mettre en place des choses que personne n'avait osé faire auparavant. Donc, je souhaite aussi que cette présentation, tout en images, vous allez voir, j'ai mis plein de photos de l'époque victorienne, justement pour que vous puissiez vous imprégner de l'époque victorienne à ce moment-là. Donc, ça vous dit d'entendre ça? On y va. Donc, Achille Gagnon, qui il est? Donc, on va parler de sa naissance, on va parler de ses parents, son mariage, ses enfants. On va parler de ses allégeances politiques. Oui, on va parler un petit peu de politique ce matin. On va parler aussi du cercle des notables, parce que Achille était entouré de notables. On va parler de ça tantôt. Et de lui comme un grand propriétaire foncier aussi. Vous allez voir que Achille a détenu plusieurs terres, plusieurs bâtiments à Victoriaville. Commençons par la photo. Donc, la photo, on voit ici, évidemment, Chlorinde avec Chlorinde et Achille. Et sur la photo à droite, on voit que c'est une fresque qui a été peinte sur un des murs juste en face du Grand Union, dans le centre-ville, pour ceux qui connaissent le centre-ville. Et cette fresque-là a été peinte pour le 150e de Victoriaville, et sur laquelle on peut voir plein de personnages qui ont marqué l'histoire de la ville, dont Laurier, dont Jean Béliveau. On voit ici Laurier, on voit ici Jean Béliveau, on voit Normand Maurice aussi, le père du recyclage à Victoriaville. Et pour ceux qui ne le savaient pas, ben le personnage en haut à gauche complètement sur cette fresque-là, c'est mon arrière-père, Achille Gagnon. Donc, Achille Gagnon est né le 21 décembre 1853 dans la municipalité de Somerset, donc qui est aujourd'hui Plessisville. Il est le fils d'Antoine Gagnon et Émilie Hermine Giroir. Et on voit ici, au centre, la résidence dans laquelle ils ont habité. Cette résidence-là est toujours là, existante aujourd'hui, au 857 boulevard Boisfranc. Aujourd'hui, c'est une galerie d'art. Donc, c'est là-dedans que Achille et ses frères et sœurs ont grandi. Commençons par jaser un peu des gens qui l'entouraient. Donc, la première personne qui a vraiment eu de l'influence sur Achille Gagnon, c'est son père. Antoine Gagnon, donc on peut voir ici au centre, entouré de ses enfants. Hein, j'aime beaucoup son sourire. Et ça souriait pas beaucoup dans ce temps-là, hein, sur les photos. Donc, Antoine Gagnon, son père, il est né le 7 avril 1827, un petit gars de Saint-Anne-de-la-Pocatière. Il a été, écoutez bien ça, et vous allez comprendre pourquoi Achille a été si actif dans la ville,
parce que vous allez voir que son père était très actif aussi. Donc, il était cultivateur, arpenteur, ingénieur civil. Il a pratiqué d'abord à Plessisville avant de s'installer à Arthabasca, dans la résidence qu'on a vue précédemment. 25 février 1851, à Princeville, il épouse Émilie Hermine Giroir. Donc, le couple auront ensemble 9 enfants. La première, Marie-Célanise, qui est devenue religieuse, qu'on ne voit pas sur l'image. Ensuite, on a eu Achille, évidemment, qui est à gauche. Ensuite, Ernest, son frère, qui n'est pas sur la photo non plus, qui lui est né en 1856 et qui malheureusement est né à l'âge de 18 ans. Ensuite, on a eu Albert, Médéric, puis Joseph, et 3 autres enfants qui sont morts en bas âge, dont Andy et Emma. Antoine Gagnon s'implique dans sa communauté. Il est d'allégeance politique conservatrice. Retenez ça, parce qu'on va parler de politique tantôt. Hein? C'est un conservateur. Il se joint au curé Suzard et les 16 fondateurs du journal de l'Union des cantons de l'Est. Okay? Donc, le curé Suzard, on va en parler un petit peu aussi tantôt. Donc, le journal de l'Union des cantons de l'Est a été fondé en 1866 et Antoine en a été l'éditeur jusqu'en 69. Il a aussi été préfet du comté de 1872 à 1880 à Arthabasca et aussi maire de la ville d'Arthabasca. Il a aussi été agent des terres pendant plus de 30 ans, hein, entre 1865 et 1899. Il a été aussi directeur de la Société permanente de construction du district d'Arthabasca, où on voit au développement de la région. Président de la commission scolaire de 1878 à 1880. Donc, vous voyez que son père, Antoine, a été très actif dans la communauté et pas pour rien que notre ami Achille, ce matin, de qui on parle, a été très influencé par son père. En Mortaise, à droite, on voit son grand-oncle, Clovis, qui a été le 3e missionnaire dans la région dès 1840. Savez-vous que l'ancien hôtel de ville d'Arthabasca était situé sur le terrain d'Antoine? Donc, on voit sur la photo l'hôtel de ville. Et j'ai mis ici une photo en bas du boulevard Boisfranc où on voit la résidence d'Antoine, que je vous ai montré tantôt. Et juste à côté, l'actuel emplacement de la bibliothèque Alcide Fleury avec nos bureaux de la Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville. Donc, c'était vraiment à cet emplacement-là qu'était situé l'hôtel de ville. Donc, ça ne faisait pas très, très loin pour notre ami Antoine d'aller dîner sur l'heure du midi. Parlons un petit peu du curé Suzard, que son vrai nom, le curé Philippe Hippolyte Suzard, un autre personnage qui entourait M. Gagnon, et que je vais appeler affectueusement le curé Suzard, et qui avait une grande influence sur les citoyens de la région. Il est aussi d'allégeance politique conservatrice, avec les 16 fondateurs de l'Union des cantons de l'Est, où eux autres, ils veulent faire échec aux théories proposées par le journal Le Défricheur et les Rouges. On voit aussi sur la photo Éric Dorion, qui était le partenaire de Wilfrid Laurier dans le journal Le Défricheur, qui, eux, dénoncent la soumission de l'État à l'Église. Un jour, le curé Suzard, dans un grand discours à l'Église, il avait dit à ses citoyens, et je cite, « Chers citoyens, rappelez-vous que le ciel est bleu et que l'enfer est rouge. » Évidemment, vous voyez à quoi je fais référence. 21 septembre 1882, notre ami Achille se marie, alors qu'il est marchand de bois et maire du village de Victoriaville. Il épouse Clarence Plamondon, la fille de Marc-Aurèle Plamondon, qui est juge à la Cour supérieure, et de Mathilde Lécuyer, donc on les voit à droite. Ses employés et amis lui donnent un cadeau de mariage, un service de thé en argent que vous pourrez admirer sur la table d'artefacts derrière, et merci à ma sœur Lucie pour ça, sur lequel il est gravé « Présenté à Achille Gagnon à l'occasion de son mariage par ses employés et amis, Arthabascaville, 21 septembre 1882. » Mon arrière-grand-père aura 7 enfants avec Lorraine, Achille et Maurice, qui sont décédés après quelques jours seulement. Ensuite, il y a eu Ernest, Marie-Adrienne, Roger, mon grand-père, suivi de Paul, ensuite Hervé, le cadet. Donc, Achille et Maurice sont décédés tous les deux dans leur première année de vie. Ils sont inhumés au cimetière Saint-Christophe, ici, à Arthabasca. Marie-Adrienne Fleurange, qui était surnommée Fleurette, elle est décédée à l'âge de 7 ans. Elle est inhumée aussi
au cimetière Saint-Christophe, et le célèbre poète Adolphe Poisson, qui était un des notables que Achille avait côtoyé, avait composé un poème en mémoire de la petite Fleurette. Achille Gagnon offre à ses fils une qualité d'enseignement qui leur permettront d'assurer leur avenir. Ernest l'aîné, nommé ainsi en mémoire de son frère Achille, qui est décédé à l'âge de 18 ans, que j'ai découvert très récemment d'ailleurs, une correspondance entre Ernest et Alcide Fleury, qui était alors membre de la Société d'histoire d'Arthabasca, et dans laquelle j'ai appris qu'Ernest était appelé affectueusement Tipit par les gens, les notables du village, et qui, pendant la grippe espagnole en 1918, a été soigné chez les Lauriers par les médecins des Lauriers. D'ailleurs, ces artefacts-là, vous pouvez tous les voir, la lettre derrière, vous pouvez trouver ça aussi sur la table d'artefacts derrière. Ensuite, il y a eu Roger, mon grand-père, qui a étudié plusieurs terres agricoles. Il était agronome, hein, il a étudié plusieurs terres agricoles dans diverses régions, telles que Rivière-Ouelle, Valcartier, Chicoutimi, Chipcha, Île-du-Prince-Édouard, Saint-Anne-de-la-Pocatière, Danville et plusieurs autres. Ensuite, il y a eu Paul, qui, lui, habitait à Québec, hein, où il a déniché un emploi comme travailleur, comme fonctionnaire. Puis Hervé, avec qui a fait ses études, ses études classiques à Saint-Anne-de-la-Pocatière, études médicales à l'Université Laval, médecine industrielle à l'Université Columbia, certificat en médecine du Collège Royal. Il a fondé la clinique anticancéreuse et les cliniques de donneurs de sang avec la Croix-Rouge. Il a pratiqué pendant plus de 40-50 ans à l'hôpital Honoré-Mercier, à Saint-Hyacinthe, d'où aujourd'hui un pavillon porte son nom. Et d'ailleurs, nous avons la chance ce matin d'avoir sa fille aînée, la tante Yolande. Tante Yolande, hein, ça te dérange pas qu'on mentionne ton âge? 93 ans. 93 ans, tante Yolande. Et ses petits-fils, ses petites-filles, hein, qui sont tous à la table, en passant les 4 tables en avant, c'est toute la famille des descendants de Roger et de Hervé, de la famille Gagnon. Très heureux de vous savoir avec nous. Un autre personnage important qui a eu beaucoup d'influence sur Achille Gagnon, c'est son beau-père, Marc-Aurèle Plamondon, qui a été avocat, juge, journaliste canadien, québécois, qui est né le 16 octobre 1823 dans le quartier, un petit quartier Saint-Roch de Québec. Il a fait ses études au Petit Séminaire de Québec. Il est devenu avocat en 1846. Il a collaboré à plusieurs périodiques, dont le National de Québec, le Ménestrel, le Québec Shipping Gazette et l'Artisan. Et d'ailleurs, il signe ses articles dans ses journaux, le Vieux Rouge. Donc lui, il s'affirme vraiment comme un libéral, comme un Vieux Rouge, un patriote. Il signe ses articles comme ça. Il a été cofondateur de l'Institut canadien de Montréal en 1844 et fondateur de l'Institut canadien de Québec, dont il devient le premier président. Pendant les années 1850, Plamondon plaide diverses causes et excelle dans l'art oratoire. Regardez comment il a de la classe, comment il a de la prestance, il a fière allure. C'était quelqu'un de vraiment respecté dans la région. Son nom est évidemment associé à la défense des idées libérales dans le National de Québec. Sur l'image, on remarque la belle maison blanche du juge voisine de la Maison Laurier, que je salue au passage et je voue un respect inconditionnel à des hôtes exceptionnels, Jacques Michaud et sa conjointe Martine, de l'ancienne auberge au fil des saisons, pour la restauration exceptionnelle de la maison du juge. Ils ont vraiment fait un travail exceptionnel. Cette maison-là est classée patrimoine exceptionnel aussi aujourd'hui. Donc la maison, aujourd'hui, elle est détenue par l'Académie internationale Zigzag. Il rédige, notre ami Laurier et Plamondon, il rédige dans le bureau le programme du Parti libéral avec Laurier. Sur l'image, on voit en haut, à droite, la fenêtre de l'emplacement du bureau du juge. Et à droite, on voit une photo d'Achille et Clorraine assis justement dans ce bureau-là. En 1874, toujours d'allégeance politique libérale, le premier ministre Alexander Mackenzie le nomme juge à la Cour supérieure d'Arthabasca. C'est un proche de Laurier. Ses relations politiques vont lui permettre de discuter avec Jules-Adolphe Poisson, Joseph Lavergne, Lawrence John Cannon, Médéric Poisson et plusieurs autres. Vous voyez sur la photo l'ancien palais de justice dans lequel Marc-Aurèle Plamondon a travaillé pendant toute sa carrière.
qui est au même emplacement que le nouveau aujourd'hui. Et personnellement, celui qu'on a aujourd'hui, je le trouve affreux, mais ça, c'est une opinion personnelle. Je trouvais que celui-là était beaucoup plus beau. Donc, il a été remplacé par son fils, hein, son gendre, pas son fils, mais son gendre, c'est François-Xavier Lemieux en 1897, comme juge. Ce monsieur Xavier Lemieux, c'est l'époux de Diane, sa fille, et qui est aussi la sœur de Clorinde. Le 4 août 1900, Marc-Aurèle Plamondon meurt à l'âge de 76 ans, dernier d'une génération des Rouges patriotes, et il est inhumé ici, au cimetière Saint-Christophe, pas très loin d'ici. Bon, là, on va parler un petit peu de politique. Hein. Je vous ai parlé des conservateurs tantôt. Selon vous, Achille, pour qui votait? Il est dans une fâcheuse position, hein, mais imaginez là, comment il pouvait être dans une position particulière, surtout quand il courtisait notre belle Clorinde. D'un côté, on a son père, qui est un conservateur. On a le curé Suzard, qui a vraiment beaucoup d'influence sur les gens de la région, et l'Union des cantons de l'Est, qui défendent évidemment les idées conservatrices. Puis de l'autre bord, on a son beau-père, qui est un vieux rouge, un patriote affirmé, avec Wilfrid Laurier, puis Éric Dorion, hein, du Défricheur. Donc, je peux pas vous dire pour qui il a voté, là, mais moi, je peux vous dire que quand j'étais jeune, ma mère nous disait qu'il fallait voter rouge. Je connaissais rien à la politique à ce moment-là. On voit ici une belle photo de Achille avec Wilfrid Laurier. Donc, évidemment, pour comprendre dans quel environnement Achille Gagnon évoluait, il faut savoir qu'il côtoyait beaucoup des notables de la région. En voici quelques-uns. Donc, d'abord, on voit ici Wilfrid Laurier et la photo à droite, on voit une photo de Laurier qui est vraiment assis dans le bureau du juge, il est en train de signer un manifeste dans le bureau du juge. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu la carte. Il y a beaucoup d'informations sur ça, sur cette diapo-là. On a ici, vous voyez mon petit point rouge là, qui se promène dans l'écran? Donc, on voit ici, ça c'est la rue Laurier-Ouest. Ici, je m'en vais par là, c'est Laurier-Est. Si je m'en vais ici, c'est le boulevard Bois-Franc, qui est anciennement le rang 3. Donc, le Bois-Franc sud, si je m'en vais par là, je m'en vais vers la montagne. Et si je m'en vais par là, je reviens vers le centre-ville de Victo. OK? Donc, commençons avec la première résidence, qui est la maison de Wilfrid Laurier, qui est juste ici. Et juste à côté, on a la maison du juge, Marc-Aurèle Plamondon. De l'autre côté, on a la maison d'Alcide Fleury, qui est aussi l'ancienne maison de Louis-Ovid Pépin, qui était un marchand de la région. Juste en face, on a le bureau d'enregistrement, où Antoine, son père, a travaillé pendant plus de 30 ans. Je me déplace un petit peu par là. On s'en vient ici. Ça, c'était l'ancien emplacement de l'Union des cantons de l'Est, qui est aujourd'hui l'Académie Zigzag, et dans lequel la section à gauche, c'était les premiers bureaux d'avocats où Wilfrid Laurier a travaillé avec Eugène Crépeau puis Joseph Lavergne, et ainsi de suite. Je continue sur la rue Laurier. J'arrive à celle-là ici. C'est la maison de l'ancien notaire Louis Rainville et de Henri Dalle, voilà, l'écrivain. Donc, ils ont habité cette maison-là successivement. Je continue ici, je m'en viens ici sur le coin de la rue. C'était la maison de Georges Gendreau, qu'on va voir à la prochaine diapo. Ici, sur le coin de rue, il y avait Louis-Ovid Pépin, qui était un marchand, qui habitait là, et juste à côté, il y avait son magasin. Et ce qui est encerclé ici, c'était l'emplacement de la maison où Achille a habité pendant plus de 20 ans, avec Clorinde. Et c'est là aussi que les enfants ont grandi. Je continue sur la rue Laurier ici. Pardon? C'est l'hôtel des Postes aujourd'hui. Ouais. Si je continue ici sur le boulevard Bois-Franc, j'arrive ici à la maison du docteur Médéric Poisson. C'est dans cette résidence-là que Wilfrid Laurier a résidé pendant 10 ans quand il est arrivé ici à Victoriaville comme jeune avocat. Je continue, là je m'en retourne sur le boulevard Laurier, je m'en vais par là vers l'ouest. J'arrive à cette résidence-ci, qui est le Vert-Logis, le 39 rue Laurier-Ouest. J'en ai oublié un. Ici, en bas, je ne vous ai pas parlé de Louis Caron, qui était un architecte. Hein, c'est lui qui a dessiné la plupart des maisons
centenaire sur la rue Laurier. Je reviens ici. Donc, ça, c'était la maison de Joseph Lavergne, qui était avocat et associé de Wilfrid Laurier, et son épouse, Émilie Barthes, qui était un proche de Wilfrid Laurier. À gauche, on voit leur fils, Armand Lavergne, qui était un journaliste, avocat et un homme politique aussi aux idées nationalistes dans les années 1920. On continue un petit peu plus loin sur la rue Laurier, au 49 rue Laurier. On a deux personnes qui ont habité successivement. Le premier, Édouard-Louis Pacaud, à gauche, et Louis Lavergne, à droite. Pacaud a été un doyen du barreau d'Arthabasca et un de ceux qui ont vraiment influencé Wilfrid Laurier à se lancer en politique. Et Louis Lavergne, qui a été notaire et sénateur, un ami vraiment intime de Laurier, et évidemment le frère de Joseph Lavergne. Quelques autres notables sur la région. Je vous parlais tantôt de la maison sur le coin de Georges Gendreau. C'était la maison aussi qui est devenue la Banque de Monson et la Banque de Montréal. Ensuite, suivi de J.E. Méthode, qui a été maire, Omer Gay, qui était un importateur et pour lequel le bâtiment est toujours existant aujourd'hui. Ensuite, Paul Tourigny, qui était un homme d'affaires aussi, qui a racheté d'ailleurs une partie de la faillite d'Achille, qu'on va parler tantôt, et qui avait un grand magasin au centre-ville qui, malheureusement, n'est plus là aujourd'hui parce qu'il a passé au feu. Un autre, Lawrence John Cannon, qui a été juge, Eugène Crépeau, qui était avocat et partenaire avec Laurier, et Elzéar Wallet, qui était un marchand de la région sur la rue Laurier-S. Donc maintenant, on va commencer à parler de ces acquisitions. 1875, M. Gagnon acquiert de Dolphus Tourigny la résidence qu'il habitait pendant plus de 20 ans avec Clorraine. Donc voici un extrait des documents originaux tirés du registre foncier que vous pouvez aussi retrouver derrière à la table d'artefacts. En passant, j'ai un cartable ça d'épais pendant que j'ai fait des études pendant 5 ans sur ce dossier-là. J'ai un cartable ça d'épais de tous les registres fonciers que j'ai extraits, tous les documents que Achille, de toutes les terres et les résidences qu'il a détenues. Voilà. Donc, 1875, il acquiert de Dolphus Tourigny la première résidence qu'il a habitée pendant plus de 20 ans, qui est justement située à l'emplacement exact de l'Hôtel des Postes. On voit ici une photo d'époque, justement, de l'Hôtel des Postes. En 1901, Clorraine cède la propriété à Henri Laurier, qui est le frère de Wilfrid Laurier, qui, lui, la cède la même année, le 30 décembre, à Henri Pépin, qui était un marchand de la région, qui, lui, ce dernier va la céder à son tour en 1909, donc 8 ans plus tard, pour la construction du bureau de poste. Donc, il a cédé ça à His Majesty the King Edward VII. Donc, ça a été le dernier legs de Wilfrid Laurier aux citoyens de la ville, le bureau de poste. Parlons un petit peu de la maison du juge, qu'il l'appelait affectueusement ma cabane. Et si vous remarquez, la porte d'entrée, qui en passant, c'est la porte originale qui est là aujourd'hui, et la fenêtre qui est en haut de l'entrée, c'est gravé ma cabane dedans. Donc, si jamais vous avez la chance d'aller visiter cette maison-là, c'est vraiment une maison exceptionnelle du temps de l'époque victorienne. Vous regardez en Mortaise, il y a la première maison qu'il a achetée, Marc Aurèle, à cet emplacement-là. Donc, il avait acheté ça de Philippe Olivier Pacaud, alias Ernest Pacaud, qui a brûlé le 5 février 1881. Donc, c'est pour ça qu'il a fait construire cette résidence-ci après. Donc, après le décès de Mathilde Lécuyer, l'épouse du juge, Achille et Clorraine sont venus habiter avec Marc Aurèle jusqu'à leur décès. La couleur originale de la maison était rouge sang, elle est maintenant blanche. Vous voyez en Mortaise une photo qui a été prise de la cour arrière des Lauriers et on peut voir derrière la maison du juge. Construction de la promenade en avant de la maison du juge. Les dames qui ont un petit trottoir en bois, donc les dames sont très heureuses, ils n'ont plus besoin de marcher dans la terre. Et derrière, il y a un terrain de tennis. Donc là, Achille commence à faire des acquisitions. Février 1878, M. Gagnon acquiert de Zéphyr-des-Prés une première terre. En 78, de François-Xavier Dussault, une seconde terre. Et 81-82, 2 autres terres de Modeste Tabel. Donc, en 82, il possède donc plus de 300 acres de terre. Avez-vous une petite idée combien ça fait
pieds carrés, ça, 300 acres de terre? Je vous aide un peu. Un acre, c'est 43 560 pieds carrés. Si on multiplie ça par 300, ça fait plus de 13 millions de pieds carrés. Donc ça, c'était sa ferme. Et pour les plus jeunes qui ne connaissent pas c'est quoi des pieds carrés, bien, on a 1 200 000 mètres carrés. Voici une partie du circuit routier qu'on a emprunté lors de la commémoration du 100e anniversaire du décès d'Achille, le 27 juillet 2019, et dans lequel on avait loué un autobus. Et dans l'autobus, il y avait la moitié de l'autobus que c'était des gens de la Société d'histoire et l'autre moitié des membres de la famille. Donc, je vous explique la carte. On a ici le boulevard Boisfranc, qu'on voit ici. Juste ici, il y a, pour ceux qui connaissent la région, on a le McDonald's et juste en face, le IGA. Juste à côté du IGA, on a la rue Gagnon, donc qui a été nommée en mémoire d'Antoine Gagnon, son père. On a ici aussi la rue Paco, hein, et juste à côté, la rue Plamondon, qui est aussi en mémoire du juge Marc-Aurèle Plamondon. Ici, on a la rue Paris, ici, on a la rue Boulevard Jutras, et ici, on a le boulevard, la rue Belvédère. Donc, tout ce quadrilatère-là ici, c'est ce qui représente 300 acres de terre. Donc, c'est énorme. Je continue sur le boulevard Boisfranc jusqu'à la rue Notre-Dame. Rue Notre-Dame, ici, sur le coin, il y a le parc Jean Béliveau, l'ancien parc Victoria, que les gens de la région connaissent sûrement. Sur ce terrain-là, il avait installé 2 gros réservoirs de 70 000 gallons, justement pour alimenter le réseau d'aqueduc, qu'on va parler un petit peu plus tard. Et juste, je suis pas loin à côté, coin de la rue Notre-Dame et Olivier, il y avait 4 autres lots juste là. Je continue un petit peu par là, je m'en viens ici. Ici, on a la rue Boulevard Saint-Jean-Baptiste et un petit coin ici, la rue Tourigny. Et c'est dans ce coin-ci qu'il y avait sa tannerie et dans ce coin-ci qu'il y avait un entrepôt pour mettre son matériel. Donc ça ici, ça représente un autre 250 000 pieds carrés. Et je me dirige plus vers le sud. Et tout ici, la section ici, là, c'est la Terre des Jeunes aujourd'hui. Donc la Terre des Jeunes avec le coin aussi, ce qu'il y avait le marché public. Donc ça aussi, il a détenu ça. Tout ça ici, ça représente 150 acres de terre. Donc, c'est un autre 6,7 millions de pieds carrés. Donc, quand on dit que c'était un grand propriétaire foncier, vous comprenez pourquoi. Parlons d'Achille maintenant comme entrepreneur maintenant. Hein? Le commerce de Pruche, la tannerie, le moulin à scie, puis de lui comme maire. Donc, Achille Gagnon se lance dans le commerce de Pruche, hein, qui sert à produire du tanin, et ce même tanin-là sert à rendre les peaux imputrescibles. Il va même exporter l'écorce jusqu'en Angleterre. D'ailleurs, Tante Yolande me disait il y a 2 semaines qu'il avait perdu un chargement de Pruche dans un bateau au large. 30 mars 1883, M. Achille Gagnon acquiert la tannerie de Philippe-Henri Matte, hein, tannerie dont il sera propriétaire pendant plus de 20 ans et qui emploie une 50aine d'employés toute l'année. La tannerie fait 400 pieds de long par 30 pieds de large, donc elle faisait vraiment toute la rue au complet, qui était anciennement la rue de la tannerie, et aujourd'hui, c'est la rue Tourigny. Et elle allait jusqu'au coin de la rue Carignan. Aujourd'hui, ben, c'est l'emplacement, pour les gens qui connaissent la région, c'est l'emplacement du bar chez Bidou et le bâtiment des chaussures Beauchesne, entre autres. Et sur le coin, on a ce bâtiment ici qui a eu l'ancienne Gazette dedans. Qu'est-ce que vous remarquez de particulier près de la tannerie? Le lampadaire, exactement. Un poteau électrique avec un lampadaire. Donc, ça nous donne un indice que cette photo-là a été prise autour de 1895, 96, 97 à peu près, parce que c'est vraiment dans ces années-là qu'Achille Gagnon a installé l'électricité à Victoriaville. On voit ici les lots qu'il a détenus, donc en jaune, sur la rue de la Tannerie, qui était juste ici. Et on voit ici, anciennement, c'était la rue Saint-Joseph, aujourd'hui, c'est la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, on voit la tannerie, là, elle faisait vraiment toute la rue au complet. Et ici, on voit un bâtiment qui c'était son entrepôt, où il mettait le bois, la pruche et les pots qu'il recevait. Donc, tout ce que vous voyez en jaune ici, c'est des lots qu'il a détenus. Dans l'Écho des Bois-Francs, un journal de la région, le 31 juillet 1897, la tannerie de M. Gagnon, pardon,
La tannerie de M. Gagnon est dans une très grande activité depuis quelque temps. Toutes les semaines, on expédie des chars de cuir à semelle. On voit ici une ancienne photo des employés de la tannerie qui a été prise en 1897. On nous apprend dans l'Écho des Bois-Francs, le 15 juin 1895, que M. Achille Gagnon fait entourer la tannerie de tôle afin de la mettre à l'épreuve du feu. Déjà, à cette époque, Achille Gagnon est vu et reconnu comme un précurseur et un innovateur. Dans l'Écho des Bois-Francs, 1er juin 1895, il reçoit 21 chars de peau verte qui devront être travaillés à sa tannerie. Cette tannerie est une des mieux organisées de notre province, nous dit-on. Elle emploie un nombre considérable d'ouvriers toute l'année. On nous informe aussi que M. Gagnon est en relation avec les maisons les plus importantes de Montréal et des États-Unis, qui lui expédient des peaux vertes. Parlons un petit peu de la scierie maintenant. 4 avril 1899, suite au décès de Frank Dudley, Achille Gagnon acquiert la succession, qui inclut un moulin à scie, tout l'équipement à l'intérieur. Il y avait une shed, il y avait une écurie, il y avait 14 maisons des travailleurs, comme je vais vous montrer tantôt, et plus de 150 acres de terre qui correspond à la Terre des Jeunes aujourd'hui, et l'emplacement du marché public. Au printemps 1899, Achille Gagnon et compagnie, maintenant propriétaire d'une tannerie qui emploie une 50aine de personnes, un moulin à scie qui emploie plus d'une 40aine d'employés, un réseau d'aqueduc, dont on va parler un petit peu plus tard, et un réseau d'électricité qui dessert Victoriaville et Arthabascaville. Est-ce que le moulin à scie, nouvellement acquis, aurait mis en danger la situation de Achille Gagnon? On va essayer d'éclaircir ça ensemble. Donc, dans les années qui vont suivre l'achat du moulin de Frank Dudley, donc ce seront des années qui seront difficiles, vous allez voir. Sur le plan financier, Achille Gagnon, dès décembre 1899, la compagnie doit faire un emprunt à la Banque de Québec au montant de 25 000 8 mois plus tard, il fait un autre emprunt en août 1900 de 5 000 et en 1901, l'emprunt devra être augmenté à 55 000 Peut-être que ça ne vous dit rien, 55 000 de prêt, là, mais en 1900, c'était énorme. C'était énorme, vous allez voir tantôt. On voit ici une instruction que Achille avait écrite à ses employés de la scierie. Donc, c'est vraiment l'écriture de la main d'Achille. C'est écrit « Mettez le numéro 100 à l'étoile, tournez 4 tours à gauche, 1 tour à droite, puis clouez la poignée un peu. » Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, là, mais j'espère que les employés savaient de quoi ils parlaient. Août 1900, un accident sérieux survenu aux usines électriques provoque une interruption de la lumière. C'était un feu. Les années qui vont suivre l'achat du moulin à scie de Frank Dudley seront difficiles sur le plan financier. Achille Gagnon et compagnie, dès décembre... non, ça, je l'ai dit. Je viens de réaliser que j'avais 2 fois le même texte dans ma slide. Okay. Donc là, on voit ici les 14 maisons des travailleurs. Là, il en reste 8 de ces maisons-là aujourd'hui. Ils sont vraiment sur l'autre bord de la rive. Boulevard Carignan, coin Carignan et Jutras, 86 rue Carignan. Ensuite, on tombe sur le boulevard Jutras, le 8, le 16, le 20, le 22, le 24, le 26 et le 30 Jutras-Est. C'est vraiment les maisons des travailleurs qui sont toujours là aujourd'hui, et c'est parmi les plus vieilles maisons de Victoriaville. Donc là, je vous explique la carte. On voit ici la rivière Nicolet. Donc le bois descendait le courant. Vous connaissez l'expression la pitoune? Le bois descendait le courant, arrivait jusqu'ici au barrage, où il y avait la scierie. Donc le bois était pris, était débité à la scierie, puis chargé sur le train. Ici, c'est la traque de chemin de fer, le grand tronc qui était là. Aujourd'hui, c'est une piste cyclable, mais avant, il y avait le train qui arrêtait là. Donc, on prenait le bois qu'on débitait dans la scierie, on chargeait ça sur le train, puis on chipait ça. Juste de l'autre côté de la rive, ici, on a l'usine des pompes et des lumières. Donc, c'était dans ce bâtiment-là qu'on allait chercher de l'eau. Donc, on pompait de l'eau pour le réseau d'aqueduc. Et on faisait aussi tourner un dynamo, que je vais vous expliquer tantôt. On faisait tourner un dynamo pour générer de l'électricité. Et de l'autre côté ici de la rive, c'est le boulevard Jutras qui avait à cet emplacement-là les 14 maisons des travailleurs qui étaient tous ici en ligne. Donc, ça ne leur faisait pas très, très loin pour aller travailler. Les malheurs de M. Gagnon commencent. Un incendie survenu fin mai 1900 aux usines électriques et d'aqueduc.
vient non seulement entraver les opérations, mais elle privera aussi la ville d'eau et d'électricité pendant plusieurs jours. Dans l'écho des Bois-Francs du 4 juillet 1900, on nous indique que les travaux de reconstruction des nouvelles scieries et des usines électriques et d'aqueducs ont débuté fin juin. Et c'est aussi en août de la même année qu'il va perdre son beau-père, Marc-Aurèle Plamondon. On voit ici une photo à gauche du moulin à scie qui a été prise avant 1900 et à droite, on aperçoit un deuxième moulin à scie en 1902. Parlons maintenant d'Achille un petit peu comme maire. Hein. Je vais commencer juste par vous expliquer un petit peu le tableau qu'on voit. Hein. Donc, c'est les maires qui se sont succédés entre 1858 et 1903. Donc, le premier maire, Adolphe Stein, qui était maire d'Arthabascaville, et Louis Foisy, en 61, qui était le premier maire de Victoriaville. On continue un petit peu plus bas. On arrive ici, Antoine Gagnon, entre 1872 et 1880. Donc, Antoine Gagnon, qui était maire d'Arthabascaville. Je continue un petit peu plus bas. Wilfrid Laurier, qui était maire entre 81 et 82. Et, finalement, Achille Gagnon, 82-84, 1882-1884, à Victoriaville. Et vous voyez par la suite d'autres notables qui se sont succédés, Joseph Lavergne, Omer Gay, Louis-Ovid Pépin, Lawrence John Cannon, Paul Tourigny, c'est des notables que je vous ai mentionnés tantôt. À la même époque, même année, 20 juin 82, aux élections fédérales, c'est John Alexander MacDonald qui est réélu conservateur. Puis, le mois suivant, au niveau provincial, c'est Joseph Alfred Mousseau, qui est conservateur aussi, qui devient premier ministre. Donc, quand Achille était maire, c'est les conservateurs qui sont au pouvoir. Pendant mes recherches, j'ai eu l'occasion de lire tous les procès-verbaux qui ont été rédigés pendant que mon arrière-grand-père était maire à Victoriaville. Il n'y a vraiment rien de particulier qui s'est passé. On dit que les affaires roulent comme à l'accoutumée. Par contre, j'ai trouvé quelques petites anecdotes que je voulais vous partager. Donc, une première, une petite facile. François Dany, cultivateur, est nommé inspecteur dans l'arrondissement 9 de la municipalité. Et Achille Gagnon a dû départager le vote qui était égal entre les conseillers et il donna sa voix en faveur de la construction d'un pont. C'est le pont de l'Académie aujourd'hui. Donc, 28 janvier 1882, comme suite à la démission du maire Joseph-Octave Bourbeau, Achille Gagnon, alors âgé de 29 ans, est résident au village d'Arthabascaville et devient le nouveau maire du village de Victoriaville où il possède une ferme. Donc, désolé, monsieur le maire, vous n'êtes pas le plus jeune maire à avoir occupé ce poste-ci à la ville. C'est mon arrière-grand-père qui détient ce titre-là. Les autres conseillers sont Pierre Boisvert, Romuald Tourigny, Léandre Tourigny, Moïse Houle, Napoléon Mayotte et Clovis Rousse. Sur l'image, on voit ici Achille prêter serment comme nouveau maire suite à sa nomination lors d'une séance spéciale. Donc, c'est le premier événement qui arrive dès sa nomination comme maire. Il n'est pas mentionné dans l'invitation de la séance spéciale qu'il y aura élection d'un nouveau maire. Donc, pour ça, il doit refaire une autre élection le 6 mars 1882. Donc, ils font une deuxième nomination comme maire, mais cette fois-ci dans une séance régulière, justement pour éliminer tout doute de sa légalité comme maire. Et on le voit maintenant, encore une fois, prêter serment une seconde fois lors de sa deuxième nomination. Un petit fait cocasse a retenu mon attention. 2 avril 1883, les demandes de licence de la liqueur enivrante des magasins de liqueurs de Omer Gay et Paul Tourigny rencontrent une opposition des électeurs résidents de la municipalité et ne seront pas autorisés. Dimanche 20 janvier 1884, le curé Suzard de Saint-Christophe fait une sortie en règle contre les bars et buvettes. Il démontre tout le mal occasionné par ces débits de boissons et demande avec insistance à ses paroissiens de ne pas accorder de licence cette année-là. Achille Gagnon n'est plus maire. Sa dernière séance, c'est le 7 janvier 84. Un petit nouveau se présente comme conseiller, un certain Paul Tourigny, qui lui arrive en février 1884 et propose, et la résolution est appuyée par un Romuald Tourigny, que le nombre de licences pour vendre des liqueurs enivrantes soit octroyé à 2 auberges et qu'il ne soit octroyé aucune autre licence à des magasins ou boutiques. Donc, il vient de couper l'herbe à Omer Gay.
C'est signé Napoléon, Napoléon Maillotte, le nouveau maire. Sur motion de Paul Tourigny, des remerciements sont transmis à M. Gagnon pour ses services rendus à la municipalité. Selon vous, combien ça gagnait un maire en 1883? Avez-vous une petite idée? 188 $ par année. En 1883, Achille a gagné 188 $ pour toute l'année. Donc, quand je vous parlais tantôt que 155 000 $ comme prêt, c'était énorme, alors quand on gagne 188 $ par année, on est capable de faire le lien. Combien ça vaut un maire aujourd'hui? On n'a pas le temps pour ça! Voici maintenant quelques petits exemples du côté d'audacieux et ingénieux de mon arrière-grand-père. Donc, téléphone 1884, réseau d'aqueduc 1893, électricité 95-96 et malheureusement, il faut qu'on parle de sa faillite. Achille Gagnon a fait ses premiers essais de téléphonie entre Victoriaville et Arthabascaville. En avril 1884, Achille Gagnon demande et obtient l'autorisation des conseils municipaux de Victoriaville et Arthabascaville pour installer des poteaux pour le téléphone. Dans le journal L'Union des cantons de l'Est, du 10 mai 1884, on nous apprend que Achille Gagnon est à faire planter des poteaux de cèdre entre Victoriaville et Arthabascaville pour établir un téléphone entre sa tannerie et sa ferme. Avez-vous une petite idée du nombre de poteaux qu'il a fallu qu'il plante entre sa tannerie puis son bureau? Je vous explique la carte. Là. Ici, c'est Victoriaville, puis en haut, c'est Arthabascaville. Il y a 5 km entre les deux. Puis je vous rappelle aussi qu'à cette époque-là, on se déplaçait en cheval puis en calèche. Là. Hein? Donc, ça en fait des poteaux. Il partait de sa tannerie qui était ici. Il a planté des poteaux tout le long ici, tout le long aussi sur le boulevard Boisfranc. Il y avait sa ferme ici. On continue, il montait ses poteaux jusqu'en haut, jusqu'à Arthabasca, où il avait sa résidence et son bureau. Donc, ça en faisait du poteau à planter. Malheureusement, il a été pris de vitesse par la concurrence. Il n'a jamais été capable d'exploiter le téléphone. Belle, ça vous dit quelque chose? Après une première faillite, en 1887, il perdra sa ferme, pas sa femme. Chlorine elle va sauver la tannerie et la résidence familiale. Malgré cela, M. Gagnon se retrousse les manches et continue. Comme le mentionnent les gens de l'époque, Achille Gagnon est un de ces rares hommes pour qui risquer n'est rien. Chez lui, l'esprit travaille toujours. Il veut faire de Victoriaville une ville. Enfin, et toujours, il produit quelque chose. Donc, c'est ainsi qu'en juillet 1893, Achille Gagnon fait une entente avec le conseil de la ville de Victoriaville en vue de la construction d'une première aqueduc. M. Gagnon entreprend alors la construction des différentes composantes du réseau d'aqueduc, qui comprend une station de pompage qu'on voit sur l'image, qui était située sur le bord de la rivière Nicolette, 3 réservoirs d'eau de 70 000 gallons, qui étaient élevés, des conduites de 5 pouces de distribution et des conduites de 4 pouces, puis des conduites secondaires de 2 pouces. Ensuite, Achille Gagnon construit la station de pompage qui était située sur le bord de la rive, comme je disais tantôt, qui était à ce moment-là propriété de Frank Dudley. Frank Dudley était encore vivant à ce moment-là, donc Achille ne l'avait pas encore acquis à ce moment-là. On voit ici une carte du centre-ville de Victoriaville. On voit ici la rue Notre-Dame qui s'en va comme ça. Ce qu'on voit en bleu, c'est ici, c'est les réservoirs d'eau de 70 000 gallons. Ici, sur le terrain que là, c'est le parc Jean-Béliveau aujourd'hui. C'est sur ça qu'il y avait 2 réservoirs comme ça de 70 000 gallons. Et il y en avait un autre ici qui était tout près de l'Union du Grand Union, l'hôtel de la Grand Union. Et tout ce que vous voyez en rouge, c'est les bornes fontaines qu'il a installées. Okay? Donc, ici, il y avait la rue Saint-Jean-Baptiste, où il y avait sa tannerie et son entrepôt. Donc, il a fait installer des bornes autour de sa tannerie. Et ici, autour du centre-ville, près de l'hôtel de ville, il a fait installer aussi plein d'autres bornes fontaines. Et ici, on voit la rivière Nicolet. Il y avait la prise d'eau, donc une prise d'eau qui était prise ici. Et juste sur la bord de la rive ici, il y avait l'usine des pompes et des lumières, donc dans laquelle on pompait l'eau. Et quand il y avait des feux, l'eau provenait directement de la maison des pompes pour envoyer de la pression dans les tuyaux. Et la pression pouvait même atteindre jusqu'à 150 livres au pouce carré.
Saviez-vous que c'était à la même époque victorienne qu'il y a eu une inauguration de la Tour Eiffel, 31 mars 1899, fondation des Caisses des Jardins en 1900, décès de la reine Victoria 1901. C'est aussi à la même époque que Louis Riel a été pendu dans la controverse pour avoir défendu les droits de la culture métisse. C'est aussi à ce moment-là qu'il y a eu le premier tour cycliste en France, d'une longueur de 2428 km, qui s'est déroulé entre le 1er juillet et le 19 juillet 1903. Et le vainqueur, un Français, Maurice Garin. Et aussi à la même époque, Albert Einstein qui a découvert la théorie de la relativité, 28 septembre 1905, il avait juste 25 ans à ce moment-là. Un petit peu de potin ensuite. Dans l'écho des Bois-Francs, 6 juin 1898, M. Gagnon a été éjecté de la voiture conduite par un cocher en sortant de son hôtel en direction de la gare Windsor à Montréal. Il se fracture un os près du genou. Il a été transporté à l'Hôtel-Dieu où il fut soigné par le docteur Brunel. Les soins minutieux ont été prodigués par les dames religieuses où Mlle Gagnon, Marie-Célanise, sa sœur, comme par hasard, elle travaille là. Ça donne bien. Et aussi, il y a eu Maître Eugène Crépeau et Henri Laurier, le frère de Wilfrid Laurier, qui sont allés lui rendre visite, donc des visages communs pour lui. Donc, pour rendre un hommage concret à ce pionnier des services publics de la ville de Victoriaville, la ville accole son nom le 4 juillet 1988 à la centrale d'épuration des eaux, la station Achille Gagnon, sur le boulevard Jutras. Saviez-vous qu'on traite plus de 32 millions de litres d'eau, 32 millions de litres d'eau chaque jour dans cette usine-là, et notre eau est certifiée 5 étoiles depuis 2010. Saviez-vous qu'Achille a déjà eu son char allégorique? Ouais. 10 ans après le téléphone, l'audacieux Achille Gagnon revient à la charge pour installer la lumière électrique dans les rues des deux municipalités. D'abord à Victoriaville en 1895, puis Arthabascaville en 1896. Les premières ampoules électriques s'allument dans les usines, les magasins et les demeures grâce à cette petite centrale actionnée par la vapeur près du pont du chemin de fer. Dans l'écho des Bois-Francs, samedi 21 novembre 1896, M. Achille Gagnon est allé à Montréal dimanche dans le but d'acheter les dynamos pour la lumière électrique qui déclenchera nos rues et nos maisons sous peu en avant Victoriaville. Je fais une petite parenthèse. Vous savez, c'est quoi un dynamo qu'on mettait sur les roues de 10 vitesses? Là? Moi, j'ai eu ça quand j'étais petit. On mettait un dynamo sur notre roue, là, puis quand la roue tournait, ça faisait tourner le dynamo, puis ça faisait alimenter une lumière. Bien, imaginez un petit dynamo comme ça, mais 10 fois plus gros. Bien, notre ingénieux Achille, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est qu'il avait relié le dynamo au moteur à vapeur qui était alimenté par le brin de scie de la série. Donc, le brin de scie de la série faisait tourner le moteur. Puis Achille, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a branché ça sur le moteur. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand il a parti le moteur la première fois, il a cassé le shaft. Excusez l'expression anglaise, il a cassé le shaft, c'est l'arbre d'entraînement en français. Donc, il a cassé le shaft. Donc, il était obligé de retourner à Montréal acheter un autre dynamo. Il faut être ingénieux, mais des fois, ça coûte cher être ingénieux. On apprend de nos erreurs, on dit. On voit ici une superbe photo de l'usine électrique et des maisons des pompes qui a été construite sur le bord de la rive, comme que j'ai mentionné tantôt. Et on voit de l'autre côté la scierie. Puis le tuyau blanc que vous voyez entre les deux, c'est le tuyau qui servait à alimenter le brin de scie dans l'usine des pompes. Aujourd'hui, en avant, il y a le track de chemin de fer. Aujourd'hui, c'est une piste cyclable. On va se diriger maintenant vers le centre-ville de Victo. Tout le monde connaît bien le fameux Grand Union sur la rue de la Gare. Mais qu'est-ce que vous remarquez de particulier sur cette image? Les poteaux électriques, puis il y a aussi un réservoir d'eau. 70 000 gallons là-dedans pour alimenter le réseau d'aqueduc. Et évidemment, les poteaux avec un lampadaire et des lumières qui pendent tout le long au-dessus de la rue. Donc, c'est vraiment les premiers poteaux qui ont été installés par Achille au centre-ville. On apprend dans l'écho des Bois-Francs, 31 décembre 1896, que l'honorable Wilfrid Laurier et Zoé Lafontaine, de son nom, a passé le jour de Noël dans notre village et que Médéric Gagnon, le frère de mon aïeux, a été nommé député agent des terres
de la couronne. Nos félicitations. Donc, il suit donc les traces de son père Antoine qui a fait ça pendant plus de 30 ans. Dans l'Union des cantons de l'Est, M. Gagnon va commencer à poser la lumière électrique dans ce village d'ici 15 jours. Donc, les premières rues éclairées par Achille Gagnon le 26 décembre 1896, beau cadeau de Noël. Dans les règlements de la ville, 15 mars 1897, pour 225 $ par année, il devait alimenter la lumière sur la rue Notre-Dame, la rue de la Fabrique, de la station, du Moulin, jusqu'au pont qui traverse la rivière Nicolet. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, ça me coûte plus cher que ça, faire chauffer ma maison. Là. 225 $ par année qu'il payait. On voit bien ici sur la photo les poteaux électriques qui avaient été installés à l'époque avec des lampadaires. On voit aussi en mortaise, c'est une photo récente du Grand Union, du bâtiment d'Omer à Chachgay et de l'ancien bâtiment du Café Alice qui aujourd'hui abrite les bureaux de M. Reyes. Donc, c'est vraiment du travail exceptionnel de restauration qu'il y a eu au fil du temps pour sauvegarder le patrimoine de la région. Merci d'ailleurs à messieurs Max Sévigny et Feu Guy Aubert pour leur initiative, entre autres. On voit ici une belle photo qui a été prise vers 1905 sur la rue de la Gare. On y aperçoit l'ancien bureau de poste que je vous ai montré sur la fresque au tout début, la fresque qui avait été peinte sur la photo, sur l'immeuble, c'est-à-dire. Donc, c'est vraiment le bureau de poste qu'il y avait là à l'époque. 9 octobre 1897, M. Gagnon vient de compléter l'installation de la lumière électrique à la maison et au magasin de Omerguet. C'est le bâtiment qui est juste ici. Saviez-vous que pendant toute la durée où Achille Gagnon a été propriétaire de la centrale, il a fourni gratuitement l'électricité à l'hôpital Hôtel-Dieu d'Arthabasca, ainsi que tous les citoyens du village qui étaient branchés sur son réseau. Hein? Quelle générosité, n'est-ce pas? Peut-être qu'il aurait mieux fait de charger quelques dollars aux citoyens, ça l'aurait peut-être aidé financièrement, on ne le saura jamais. Achille Gagnon reçoit le pli d'hommage en 1897, l'Union des cantons de l'Est du 18 mars 1897, la lumière électrique. Enfin, nous l'avons, cette lumière tant désirée. Désormais, avec le concours de nos édiles, nous pourrons circuler dans les rues de notre joli village en n'importe quelle saison. Dans les nuits les plus noires, tout comme dans les grandes cités, ce sera un clair de lune perpétuel. Déjà, les poteaux et les fils sont installés et n'entendent, pour ainsi dire, plus que le oui du conseil municipal. Espérons que ces hommes de progrès le diront. Nous ne pouvons pas, nous qui sommes admirateurs du progrès, laisser passer inaperçu cet événement capital pour notre localité, sans féliciter de tout cœur notre concitoyen, M. Achille Gagnon, sur le grand succès qu'il a obtenu jusqu'ici. M. Gagnon est un de ces rares hommes pour qui risquer n'est rien. M. Gagnon, un homme pratique, n'a pas voulu perdre son temps en conjecture toujours stérile et grâce à son esprit d'initiative vraiment admirable et digne de louange, nous avons enfin ce après quoi nous soupirions. Remarquez ici la belle photo des bâtiments. On voit le moulin assis numéro 1. Il y avait aussi la maison du gérant, qui est aujourd'hui la 2 rue des Chalets. Les années qui suivent seront pas difficiles, seront difficiles, c'est-à-dire pour le couple Plamondon-Gagnon, qui est frappé par plusieurs tragédies. Mai 1900, l'incendie, j'en ai parlé tantôt. Août 1900 aussi, le décès de son beau-père. Mars 1901, décès de leur fille, Marie-Adrienne, qui est décédée à l'âge de 7 ans. 1901, Achille Gagnon, suite à l'incendie qui a détruit la centrale, pour continuer à opérer son réseau d'aqueduc et électrique, la compagnie fait construire une nouvelle centrale électrique plus puissante, cette fois sur le côté sud-ouest qu'on voit sur la photo, près de la rivière Nicolet, près du moulin assis. Donc, on voit la deuxième photo. La deuxième, c'est-à-dire Maison des Ponts qu'il a fait installer. Mai 1902, décès de son père Antoine. 1905, de son frère Médéric, qui avait juste 42 ans quand il est décédé. Et l'année suivante, sa mère en 1906. Donc, Achille a tenté de vendre ses installations d'aqueduc, d'électricité et la scierie. Il a essayé de les vendre à la ville, mais la ville a refusé. Donc, malheureusement, faillite 1903. Toutes les propriétés d'Achille Gagnon et compagnie, incluant l'ancienne résidence du juge Marc-Aurèle Plamondon, maintenant propriété de sa fille, sont saisies
23 mars 1903, à 10 heures de l'avant-midi, à la porte de l'église paroissiale de Sainte-Victoire. Les 10 immeubles sont adjugés au plus haut et dernier enchérisseur. Seule la résidence du juge a pu être récupérée par la mère de Achille, Émilie Giroir. Donc, la faillite d'Achille-Gagnon marque vraiment la fin de la première grande époque industrielle de Victoriaville qui a débuté en 1857 avec Archibald Campbell. En effet, les moulins à scie et la tannerie qui constituaient les deux éléments moteurs sur l'économie industrielle de Victoriaville. Durant cette période, or, comme suite à la faillite d'Achille-Gagnon, la tannerie a été démolie en 1904. Les maisons des journaliers ont été vendues et ont été cédées à ces mêmes travailleurs pour 300 $. Il y en a même parmi eux qui ont eu la chance de payer ça sur 5 ans. Et les moulins à scie ont été démolis entre 1906 et 1913. Et en 1913, il ne restait que la centrale électrique. En conclusion, un beau texte qui a été rédigé par Denis Saint-Pierre, l'ancien maire de Victoriaville, et qui se lit comme suit. En revoyant tout le chemin parcouru par Achille-Gagnon, on constate que ce dernier a été victime de ses ambitions de faire de Victoriaville une vraie ville. À cette époque, offrir un service d'aqueduc avec une certaine protection incendie à des gens qui n'ont connu que des puits individuels, offrir un éclairage à l'électricité à des gens qui n'ont connu que le fanal et les chandelles, opérer des industries génératrices de plusieurs dizaines d'emplois, c'est être avant-gardiste et innovateur. Malheureusement, très souvent, des gens qui ouvrent les nouvelles voies, plutôt que de suivre les chemins établis, doivent payer de leur santé physique et financière. Malade depuis 3 ans, Achille Gagnon rend l'âme le 27 juillet 1919, à l'âge de 66 ans, entouré de sa femme et ses fils. J'aimerais, en conclusion, faire quelques remerciements à des gens et organismes qui m'ont vraiment aidé à cette journée-là. Je commence en remercier d'abord la Ville de Victoriaville pour le service des loisirs, de la culture de la vie communautaire. Donc, merci à la Ville pour ça. Merci aussi à un passionné d'histoire, M. Alcide Fleury, qui a passé sa vie à documenter l'histoire de la Ville. Donc, la bibliothèque d'Arthabasca porte son nom aujourd'hui. Merci aussi à M. Denis Saint-Pierre, l'ancien maire, un autre passionné d'histoire qui m'a permis de retracer une panoplie d'informations sur mon arrière-grand-père à travers les 4 livres qu'il a rédigés sur l'histoire. Merci Pierre Duchamp qui est avec nous, auteur du livre « L'écho d'Aucus-Bourbeau », Victoriaville 1894-1910. Hein. Dans son livre, Pierre, j'ai retrouvé aussi des informations sur mon arrière-grand-père. Merci aux différents médias de la région, hein, donc l'Écho des Bois-Francs, l'Union des cantons de l'Est, hein, qui est la Nouvelle Union aujourd'hui, TV-CBF, le télécommunautaire qui est avec nous, qui filme l'événement. Merci à vous. Merci à mes collègues hein, de la Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville. Merci de votre rapport, merci d'être là. Sans vous, ça n'aurait pas pu avoir lieu. Merci aux costumiers. Hein, on est-tu beau? Merci aux costumiers, les fêtes victoriennes. Un merci aussi au comité des expositions de Victoriaville pour les belles grandes photos que vous voyez sur les chevalets derrière. Merci ma sœur Lucie pour les artefacts. Et merci ma conjointe. Hein. Merci de m'avoir permis de prendre autant de temps à documenter cet événement-là. Et finalement, je vous fais un salut à la Victorienne. Merci à vous. Hein. Merci à vous d'être là. J'espère que vous avez apprécié. Ça a été tout un plaisir. J'espère que vous allez apprécier. Merci d'être là, merci d'être venu. Je vous souhaite un bon retour.
Elle s'appelle Axel. C'est quoi Est-ce ça? que tu dis allô à la caméra, Axel? Bonjour, bienvenue chez Teaspoon. Je m'appelle Marc-Olivier Fauché. Tout le monde m'appelle Tico. C'est plus comme le nom d'artiste, si on veut, en arrière de Teaspoon. Aujourd'hui, c'est l'événement Live Printing pour la vente trottoir. Bienvenue à mon atelier du 33 rue Pie-10 à Victoriaville, local numéro 6. Avec l'entreprise de Teaspoon, depuis le début, j'imprime moi-même les vêtements que je vends. Je les dessine aussi, la plupart. J'ai des collaborations avec d'autres artistes. Puis à force de printer le stock que je vends, je me suis rendu compte que ce qui était intéressant pour les gens, c'était souvent de décider eux-mêmes ce qu'ils voulaient faire sur leur chandail, puis faire du custom 1-1, cas par cas. Puis là, je me suis dit, il faudrait faire un événement un jour, puis comme permettre aux gens de venir. Il y a du stock disponible, ils prennent le stock, choisissent un design qu'ils veulent. Je prends le temps de le faire. Des fois, c'est quand même long, mais ça rajoute une valeur ajoutée tellement importante comme au brand, à la compagnie, que ça vaut la peine d'attendre des fois pour ton chandail custom fait sur mesure. J'ai déménagé la boutique ici pour pouvoir être plus proche des produits, plus proche des clients. Les gens, ils viennent, on jase, ils peuvent voir la façon que c'est imprimé. Un peu comme quand tu fais faire ton café, tu le vois, le gars, il fait ton café, il est là, c'est live. Je voulais ramener ça un petit peu aux vêtements. Souvent, c'est importé d'un autre pays, ça arrive dans des containers, puis ça n'a aucune âme, c'est juste comme accroché sur un support, puis après ça. Fait que moi, c'est fait local, c'est imprimé local, c'est un brand local, je voulais vraiment garder le focus là-dessus. Fait que là, j'ai pris possession de l'atelier ici, avec un espace bureau, studio photo. Il y a même un petit espace tatouage avec un artiste qui fait du tatouage. Puis j'ai mon print shop, j'ai la boutique. Fait que tout est à la même place. Puis mon but avec ça, c'est que ça devienne un endroit où est-ce que le monde va se déplacer de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières pour venir voir, vivre l'expérience. Puis ceux qui recherchent les trucs différents, là, originaux, tout ça, ça va devenir un endroit. Ça va être comme, on va aller à Victo pour ça, puis ça va devenir. Moi, ce que j'espère, c'est que ça devienne vraiment là, comme un point de rencontre, puis d'échange sur l'art, puis que ça fasse triper là, les gens d'un peu partout autour. Est-ce que tu dis bye-bye à la caméra? Bye bye. Bonjour, mon nom est Simon Allaire, je suis coprésident du Festival des amateurs de théâtre à Victoriaville et je vous souhaite la bienvenue à notre festival. Donc, l'objectif du festival, c'est d'accueillir à Victoriaville les meilleures troupes de théâtre amateurs du Québec, des gens qui font ça par passion, par loisir, et de présenter ces spectacles-là à la population en deux volets. Un volet en salle avec des spectacles payants et un volet extérieur avec de l'animation et des pièces qui sont gratuites. Le théâtre amateur au Québec, dans le fond, ça existe depuis plusieurs années. Il y a des troupes presque centenaires qui existent encore de nos jours. C'est des gens qui pratiquent le théâtre comme loisir, que ce soit pour du drame, de la comédie, dans leur localité. Certains vont faire des tournées. Dans plusieurs cas, c'est des pièces de très haut calibre qui pourraient même être qualifiées de théâtre professionnel. Donc, on en a vraiment de tous les genres et c'est des gens qui font ça avec passion. Au Québec, il y a quelques festivals de théâtre amateur. Vous en avez, entre autres, à Mont-Laurier, qui est un théâtre international, qui, eux, reçoivent aux 2 ans des troupes de pays un peu partout. Mais de festivals avec des troupes provinciales, un petit peu comme nous, on est 3-4 festivals présentement sur le marché. Puis il y en a toujours quelques-uns qui apparaissent, qui disparaissent. Donc, c'est des choses qui continuent à faire en permanence. Notre festival à nous, on offre habituellement, c'est en moyenne une dizaine de spectacles en salle. Ça peut être un petit peu moins selon le nombre de journées dans l'événement. Mais habituellement, quand nous, on est sur une semaine, quand les pièces
sont de semaine, c'est une par soir en salle. Puis quand c'est la fin de semaine ou des jours fériés, on en offre une l'après-midi aussi. Donc, ça nous permet d'offrir un large éventail en tenant compte aussi de tous les spectacles extérieurs qui suivent la formation qui est offerte. Ce qu'on retrouve au festival ici, on retrouve principalement de la comédie. C'est souvent ça que les gens vont monter parce que le public préfère ça. Mais à chaque année, on a toujours une ou deux pièces dramatiques, que ce soit des drames philosophiques ou des drames policiers. Donc, on en offre aussi dans des registres un petit peu plus difficiles. Les gens qui veulent participer au festival, les troupes qui veulent participer, donc nous, on envoie toujours un appel d'offres via Internet à l'automne. Donc, ils remplissent simplement le formulaire d'inscription. Ils nous envoient une vidéo de leur pièce ou une vidéo en répétition si le show n'est pas encore monté. Puis, à partir du moment où la sélection qu'on fait, on les invite à venir en salle ici. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui!